Donc voilà, au sein du cours d'histoire, monsieur m'a donné une consigne qui convient de parler des noms de rues de notre ville de Nivelles. Donc, et d'en chercher les noms qui parlent des anciens métiers et tout ça. Donc j'en ai trouvé certains, mais pas beaucoup. Donc on va s'intéresser tout d'abord à l'histoire de la ville, donc, qui est quand même un peu important. Donc en fonction de la formation et de la nomination des rues. Donc il faut savoir que Nivelles est une ville très riche en histoire. Donc on découvre encore des secrets de cette ville encore actuellement. Comme vous le savez, il y a quelques semaines d'ici, on y a retrouvé un site archéologique tout près de la collégiale. Donc, pour en revenir à la nomination des rues, donc, pour certains d'entre nous, ça paraît vraiment banal. On ne fait même plus attention donc, au nom qu'elle porte, enfin, sauf à la limite quand on cherche une adresse ou autre, ou alors une rue qui nous tape évidemment plus à l'œil, c'est la rue dans laquelle on habite, qu'on connaît évidemment. Donc, par cet exposé, je vais tenter d'expliquer comment et pourquoi on a donné tel ou tel nom aux rues de Nivelles. Donc, il faut savoir qu'un peuple va jouer un grand rôle dans la nomination des rues, notamment aussi dans la nomination de certains rois. Donc, nous pouvons constater que dans les rues de Nivelles, il n'y a aucune rue qui porte le nom, enfin qui fait référence à une guerre qui a eu Nivelles comme territoire. Donc, mais on sait qu'au sein de l'histoire de Nivelles, cette ville a quand même été martyrisée. Il y a eu quand même beaucoup de dégâts. Le statut de cette ville est considéré comme nœud de communication, mais aussi il qualifie Nivelles de jolie puissance commerciale. Donc, pour l'époque et encore actuellement, la géographie toute proche offre des balises sûres aux marchands et nous avons conservé certaines rues, faubourgs ou encore chaussées, comme par exemple qui mènent à Bruxelles, à Braine-le-Comte, Charleroi, Mons, Namur, Soigny, ou encore des vieux chemins qui s'ouvrent à des destinations plus proches telles que Fontaine-l'Évêque ou encore Senef. Donc, par contre, à l'intérieur de la ville, on s'en remet plus aux professions, donc, comme monsieur m'avait demandé de faire des recherches là-dessus, donc par exemple la rue des Brasseurs, la rue des Bouchers, etc. Donc, un petit peu d'histoire sur cette ville. Donc, à l'époque, Nivelles était une ville très sale et on n'y faisait pas très attention. Donc, c'est vrai que les gouvernants de la ville n'étaient pas à cheval sur la propreté et tout ça. Donc, on connaît donc le Merson qui était le fleuve nivellois qui était destiné à vraiment mettre tous les déchets, les paillasses, le sang d'animaux battu par les bouchers, ou encore les cadavres de certaines bêtes. Donc, l'autorité à l'époque était très souvent débordée, mais certains commandants de troupes se sont plaints de cette malpropreté de cette ville. Et donc un ordre a été lancé le 21 novembre 1746 pour que la population balaye tous les mardis et tous les samedis la ville. Donc voilà, nous allons passer un petit peu l'historique de la ville parce que sinon on en aura pour beaucoup trop longtemps. Et nous attarder au fameux nom de rue. Donc qu'il est très important de savoir que la présence française dans notre ville a joué un grand rôle. Donc ceci se marque plus particulièrement le 13 novembre 1792, où un certain général Valence campe près de l'Ermitage. Donc l'Ermitage, dans son vocabulaire, ça peut être une abbaye, une chartreuse, etc. Donc l'Ermitage ici des 7 douleurs. Donc la République française va amener des modifications de fractionnement dans la ville. À la division de paroisses, on substitue une répartition en 9 sections, 6 externes et 3 internes. Dans les externes, on trouve les faubourgs, Faubourg Saint-Roch, des moulins, des fontaines, des forêts, des vergers et des Ardennes. Et dans les internes, on retrouve la rivière, les montagnes et le temple. Les seules traces encore visibles de ces sections sont certains blasons. Oui. Madame, c'est quoi un faubourg? Un faubourg. Comment expliquer? C'est. Voilà. Je ne sais pas comment l'expliquer, donc peut-être que monsieur peut me mettre sur la voie. Un faubourg? Oui. Ben, un faubourg,
fait, c'est comment dirais-je, un quartier qui se trouve en dehors de la muraille. On appelle ça aussi la banlieue. Oui, j'allais dire ça, mais je ne savais pas si le terme était adéquat pour Faubourg. Donc voilà. Donc je disais, on trouve encore des traces de ces sections visibles sur certaines façades de rue. Donc ce sont des petits blasons. Vous voyez ce que c'est, des petits blasons, qu'on retrouve notamment sur les façades de la rue de Bruxelles, la rue des Brasseurs, la rue Saint-Georges ou encore la rue Neuve. Et la rue... Non, c'est tout. Donc maintenant, nous allons passer à la numérotation des rues, que je trouve qu'il est important d'en parler aussi. Donc la décision de numéroter les maisons semble avoir été prise en 1802 par la Convention nationale. Les rues du centre-ville seront numérotées aux frais des habitants, donc à retenir que ce sont les habitants qui vont payer pour pouvoir avoir un numéro sur leur maison. Et par la suite, le numérotage s'étendra au faubourg, à l'extérieur de la ville. Donc, auparavant, pas les rues, mais les habitations portaient des noms, donc où sont déterminés par certains symboles, ou une décoration, ou des enseignes sculptées à la pierre ou dans le bois, donc sur la façade de la maison. Donc, pour les nobles, leurs maisons sont reconnaissables par leurs armes, donc les armoiries qui se trouvent sur la façade de la maison, ou une girouette. Les apothicaires, ou en d'autres mots les pharmaciens, ce seront un bois de serre. Les métiers particuliers, comme par exemple un serrurier, ce sera une grosse clé sur sa façade. Pour les cabarets, ce sera une branche d'arbre de feuilles touffues. Et pour les auberges, ce seront des têtes d'animaux. Donc, pour ce qui est des noms de rues, ce sera le 4 avril 1857 que l'on va placer au coin des rues des petites plaques indicatrices, qu'on connaît maintenant comme les petites plaques avec les noms de rue, mais qui ont été très demandées déjà par certains journalistes de l'époque. Donc, à partir du 4 avril 1857, on trouvera ces petites plaques de référence à chaque début de rue. Et donc, on profitera aussi pour repeindre les numéros des maisons pour bien que ça soit maintenant instauré au sein de la ville. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on sait que Nivelles a été, l'architecture de Nivelles a été très touchée. Donc, pour vous situer un petit peu, c'est le 14 mai 1940 que des bombes allemandes vont s'écraser sur la ville de Nivelles. Et malheureusement, ces bombes vont détruire de splendides habitations ancestrales et de petites rues. Comme vous pouvez le remarquer, dans la ville de Nivelles, il y a beaucoup de petites rues un peu partout comme ça. Donc, il y en a quand même beaucoup qui ont été détruites à ce moment-là. Et aussi, la collégiale fut énormément touchée par ces bombes. Et comme vous avez vu, elle a déjà été restaurée et elle est toute belle maintenant. Donc ces pertes sont vraiment profondes, ça va vraiment atteindre la ville et notamment ses habitants, mais ils vont vraiment se redresser et procéder à une grande reconstruction, donc qui sera notamment très très importante car elle va amener beaucoup de touristes au sein de la ville. Et donc pour la nomination des rues, Nivelles privilégie les traditions, les noms descriptifs aux caractéristiques à l'histoire et au folklore. Elle préfère les réalités de la nature ou de la vie quotidienne, mais n'accepte pas le nom de personnages vivants, sauf certains chefs d'État. Donc voilà pour le petit point historique sur les rues, pardon. Donc je n'ai pas évidemment cité toutes les rues de Nivelles parce qu'il y en a un bon paquet, donc il y en a qui ont changé, il y en a qui sont toujours les mêmes. Donc j'ai ici... Je me suis rendue au musée communal de Nivelles qui m'ont donné un ancien plan qui date de 1787, comme vous pouvez le voir. Donc je vais vous le faire passer. Vous pouvez voir ici à droite qu'il y a des noms de rues. Celle que j'ai mis en bleu, en fait, elle se retrouve ici. Bon, les numéros ne sont pas très clairs, donc vous pouvez juste voir. C'est les rues qui existaient à l'époque. Voilà. Et qui, certaines, existent encore de nos jours, comme notamment la rue des Brasseurs. Donc, il faut savoir que le métier de brasseur se divise en 3 branches. Les brasseurs de bière, de vinaigre de grain, les marchands de bré ou de houblon, et les cabaretiers. C'est possible ou j'ai fait le... Oui, je
les vendeurs de bière. Donc, chaque année, ce métier va verser 50 sous donc, à ce qu'on appelle Madame l'Abbesse, sous en reconnaissance du droit de ton-lieu. Donc, son vocabulaire, un ton-lieu est un impôt sur le transport des marchandises. Donc, à l'époque, les brasseries sont très nombreuses à Nivelles. Beaucoup de villages voisins y viennent. C'est vraiment une attraction assez importante dans la ville. En 1662, on en comptera 11 dans cette rue. Donc, c'est assez festif, cette rue. Et donc, elle était déjà à l'époque en 1787, et alors elle se retrouve dans la ville de Nivelles actuellement. Je vais peut-être donc, comment est-ce qu'elle est Ah oui, on la voit ici. Voilà, ici c'est écrit en plus grand. Donc elle est toujours dans le plan ici actuel de la ville de Nivelles. C'est une rue qui a plusieurs siècles quand même. Donc, elle existe toujours. Donc j'ai pris aussi la rue du Commerce, qui est une des artères principales de la ville de Nivelles, qui fut baptisée ainsi en 1972. Je suis désolée, d'accord. Qui elle va se trouver donc dans ce qu'on appelle le zoning, qui va se retrouver ici. Donc voilà, j'ai aussi trouvé la rue du Coq qui se trouve sur l'ancien plan et sur l'actuel plan. Alors cette rue est assez... tu peux déposer, ce nom de rue pour les recherches, c'est assez mitigé parce que anciennement cette rue était appelée Petit Loup en 1480. Puis rue du Coq, mais pas comme c'était un nom de famille, donc ça s'écrit C-O-C-Q-S. Donc c'était un nom de famille de quelqu'un qui habitait dans cette rue. Et ensuite elle fut appelée Petit Loup. En fait, le nom de cette rue, en gros, est vraiment assez mystique et on ne sait pas trop pourquoi on l'a appelée comme ça. Donc, est-ce que c'est en rapport avec une famille qui habitait là ou autre chose? On ne sait pas, mais bon, on sait par contre qu'à l'époque, en 1668, il y avait une présence d'une maison qui s'appelait Le Coq à cette époque. Donc, on suppose que c'est pour ça qu'elle s'appelle rue du Coq. Donc, étant donné qu'on est dans l'enseignement, dans l'école, j'ai pris la rue de l'Enfant. Donc, qui elle est apparue donc après la création du lotissement de la Briqueterie. Elle fait référence à une ancienne ferme portant le même nom. Le nom de cette rue est aussi incertain. Donc, dans le fond, on hésite, on se tâte, on ne sait pas vraiment pourquoi. On envisage même que cette ancienne ferme agricole en activité était gérée par un enfant orphelin. Je veux dire, les noms de certaines rues sont... Il y en a vraiment, on sait pourquoi ça s'appelait comme ça, mais il y en a d'autres, c'est un peu confus. Donc j'ai pris aussi la rue de l'enseignement, qui, elle, son nom est tout à fait logique et plausible, qui fut baptisée ainsi en 1970, pardon, et cette appellation est justifiée par la double proximité entre l'IPAM et l'IPED. Donc c'est pour ça qu'elle s'est appelée ainsi. Donc la Grand Place, donc, qui se situe vraiment au milieu de la ville. Donc, ici, c'est un peu petit, mais elle se trouve ici, vraiment au centre. Donc la Grand Place, à l'époque, était une place de marché. Elle a porté le nom aussi de place du marché, qui existe depuis le 9e siècle. Donc, comme on sait, Nivelles est très connue pour ses marchandises, ses transactions de marchandises. On l'a qualifiée aussi d'agglomération bas à la monnaie. Et le commerce de longue distance viendra s'ajouter aussi au commerce régional. La rue aux Loups, baptisée ainsi le 27 mars 1111, cette ville... oui, donc la ville de Nivelles, à ce moment-là, a été cernée par une bande de loups, donc, qui venaient des forêts voisines aux alentours de la ville. Et donc on aurait fermé les portes de la ville, donc, et alors les habitants se trouvaient au-dessus des remparts et
appâter les loups avec de la viande faisandée ou quoi. Donc on a appelé cet endroit-là spécialement, on a appelé la rue aux loups. Donc il y a la rue des métiers qui fut nommée comme ça pour rappeler l'existence de l'école des arts et métiers, d'où l'origine remonte à l'Académie de dessin de 1818. Il y a la rue de l'Industrie, baptisée comme ceci en 1961, car c'est là une des artères principales du parc industriel, dont la première pierre fut posée le 30 novembre 1959. On sait, l'industrie est très florissante à Nivelles et l'a toujours été. Donc voilà. Je pense que ce sera tout. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'est un travail assez compliqué, mais je me suis inspirée du livre de monsieur Jean van den Dries, La rue de Nivelles de A à Z. C'est un monsieur très gentil, il m'a accueilli chez lui et tout. Donc il a écrit ce bouquin en 1989, mais il y a rajouté... il a étoffé ce livre parce qu'il faut savoir que la ville rajoute des noms de rues au fur et à mesure des années, donc il y a plus de 20 ans. Donc il a quand même fait de bonnes recherches pendant une vingtaine d'années et donc a étoffé encore son livre actuellement. Et, je trouve ça assez sympathique d'étudier une ville comme ça. Il y a des termes dans son livre qui étaient assez compliqués, mais dans le fond, c'est assez sympa de pouvoir découvrir comment une ville se construit, entre guillemets, pourquoi telle ou telle rue s'appelle comme ça. Donc voilà. Personnellement, je ne suis pas de la ville de Nivelles, donc j'en ai appris un petit peu plus aussi. Mais c'était bien. Vous avez des questions? Alors, je vais devant, tu vas rester à proximité. Voilà, je vais rester à côté de toi. Ça va? Oui, tu veux faire passer les documents? Mais ici, je vais faire passer l'exposé et certaines photos que je trouvais très belles et très chouettes à voir. Je ne sais pas si vous connaissez Nivelles. C'est pas spécialement en fonction des rues, mais j'en ai trouvé des très chouettes. Ici, par exemple, on voit une photo de l'école. Par contre, je n'ai pas trouvé les dates. Mais bon, ça se voit que c'est une vieille photo. Donc, je vais vous faire passer ça. Je trouve ça chouette. On voit l'hôpital, on voit les écoles, on voit le parc de la Dodène, la collégiale. Voilà, alors je vais faire un commentaire qui est bref. Alors, manifestement, il y a eu un petit problème, je dirais, de compréhension des consignes. Bon, effectivement, tu es arrivé, un mois pratiquement après le début des cours, quelque chose comme ça, oui. Mais ceci dit, tu es quand même responsable dans la mesure où j'ai demandé aux nouveaux, à 2 reprises, de venir me voir s'il y avait des problèmes de compréhension des consignes et s'ils souhaitaient avoir des conseils. Donc là, je crois que tu aurais pu venir me voir 1 semaine et demie pour être sûr de ce que je demandais. Bon, tu as pris l'option élève qui présente devant ses condisciples et non pas l'option professeur qui fait intervenir la classe. On a choisi cette option-là, entendu. Alors, je vais dire d'abord ce que je trouve de positif, et dans un deuxième temps, je vais te faire un certain nombre de remarques. Alors, ce qui me semble intéressant dans ta démarche, c'est que tu as été chercher l'information auprès d'un spécialiste. Donc ça mérite d'être relevé. Tu ne t'es pas simplement contenté de prendre un prospectus du syndicat Initiative de Nivelles. Ça, c'est positif. Ce qui est positif également, c'est que tu as rassemblé de la documentation dont tu essayes de faire partager maintenant, comment dirais-je, le contenu avec tes condisciples. C'est positif aussi. Troisième élément positif, c'est que tu n'as pas de problème d'expression orale. Donc, ça va aussi. Maintenant, j'en arrive à quelques problèmes méthodologiques quand même, majeurs, parce que vous êtes ici pour apprendre votre métier de futur enseignant. Tu es en première année, c'est le début de l'année, donc il n'y a pas à, comment dirais-je, à se mettre martel en tête, mais toutefois, je voudrais que tu tiennes compte dans l'avenir d'un certain nombre de remarques. Alors, le premier élément, c'est que tu sois professeur ou que tu sois élève présentant le résultat d'un travail de recherche devant des élèves, et tu dois posséder ton texte. Alors, je ne dis pas que tu dois le connaître par cœur, surtout pas.
tu as peut-être vu d'autres étudiants présenter devant la classe, ils ne connaissent pas par cœur, c'est pas le missel. Moi-même, quand je donne cours, ben, tu as déjà vu, j'ai jamais de feuille devant moi, je connais évidemment la trame chronologique, je sais où je veux arriver au bout de la leçon, enfin, je n'ai pas des phrases par cœur dans la tête, hein, ça n'a pas de sens. Donc en fait, pourquoi il ne faut pas apprendre par cœur et pourquoi il ne faut pas non plus lire le texte comme tu le fais quand même les 3/4 du temps, c'est parce qu'il faut que les élèves soient intéressés. C'est surtout pour ça. Or, si, en tant qu'élève du secondaire ou en tant que professeur, tu lis ton texte, ben, finalement, autant leur distribuer les documents que tu as trouvés. Tu dois vraiment être dans une relation de communication. Et dans le mot communication, il y a le mot com, hein, qui vient du mot cum en latin, qui veut dire que tu travailles avec quelqu'un. Ça, c'est très important. Bon. Alors, ensuite, donc ça, ce sont les deux remarques les plus importantes. Et donc, il faut faire intervenir les élèves, enfin tes condisciples en l'occurrence, quand même, de temps en temps. Alors, tu utilises des mots quand même assez savants. Ce n'est pas possible qu'une élève de 2e secondaire connaisse les mots que tu utilises. Tu parles d'abbaye, de chartreuse, même le mot faubourg, tu utilises un mot que toi-même tu ne peux pas définir quand on te demande, tu utilises le mot blason. Alors, soit tu joues le rôle de l'élève et tu dois utiliser un vocabulaire que toi tu comprends d'abord toi-même, c'est le minimum, et que doivent comprendre les élèves, soit tu joues le rôle du professeur, et le professeur, quand il utilise des mots plus savants, il doit les expliquer. Alors, soit tu donnes un lexique à tes condisciples avec la définition, soit, ou quand tu es professeur, soit tu écris les mots au tableau, tu mets la définition à côté et ils recopient ça au cahier. Ou bien, autre possibilité, il y a des dictionnaires ici dans la classe, tu leur demandes d'aller chercher ces mots compliqués, enfin ces mots qu'ils ne connaissent pas en tout cas, dans le dictionnaire, de telle manière qu'ils travaillent vraiment. Voilà. Tu as utilisé le mot chartreuse, tu penses bien qu'un élève qui a 13 ans ne peut pas connaître ce mot-là. Peut-être le mot abbaye, mais s'il le connaît, pour t'assurer que toute la classe a bien compris, et pas seulement 2 ou 3 élèves qui ont un peu plus de culture que les autres, tu dois faire des sondages. Ça, c'est le minimum. Entendu ? À certains moments, ton propos est quand même très intellectuel. Que tu sois professeur ou que tu sois élève en secondaire, ça vole un petit peu trop en termes d'explication. Tu passes très vite sur certaines choses qui doivent être expliquées, sans aucun doute. En ce qui concerne maintenant les dates, moi il y a quelque chose qui m'a surpris. Tu parles de 1802 et tu dis que la Convention nationale a décidé, je crois, de donner des noms de rue. Je ne me souviens plus très bien. Alors, il doit y avoir vraisemblablement une faute dans le document que tu as utilisé, c'est pour ça qu'il faut toujours utiliser plusieurs sources. La Convention nationale n'existe plus en 1802. Elle existait 10 ans plus tôt. Ah oui, parce que la Convention nationale, c'est à l'époque de Danton, de Robespierre, elle dure grosso modo 3 ans, si mes souvenirs sont bons, voilà, entre 1892 et 1895. Après, ce n'est plus la Convention nationale. En 1802, on est à l'époque du consulat. Bonaparte est le premier consul. Et à cette époque-là, il y a d'autres organes législatifs qui sont en place. Ce n'est plus la Convention nationale. Donc là, ça m'a quand même, j'ai tiqué un petit peu. Alors, enfin, le problème des cartes. Alors, la carte que tu présentes, et que Pauline a dû retourner à plusieurs reprises. Tu peux te la procurer très facilement, comme tu sais, au syndicat d'initiative ou à d'autres endroits à Nivelles, même dans des magasins. Donc moi, ce que j'aurais fait, pour éviter de retourner cette carte, c'est d'en avoir 2 exemplaires, ça aurait simplifié les choses, et je les aurais collés au tableau. Voilà, collés au tableau, et j'aurais fait venir des élèves de la classe montrer avec leur doigt, essayer de trouver où se trouvaient les fameuses rues dont tu parlais. Tu vois ? Ils auraient retrouvé, et il n'y aurait pas eu cet exercice où on montre à un côté, on montre de l'autre côté. D'autre part, j'aurais pris également une carte du Brabant wallon. Parce que tu cites toute une série de lieux, il me semble que tu cites Braine-le-Comte ou Braine-l'Alleud, tu cites toute une série de localités.
Et ça, quand même, quand tu es avec des condisciples ou avec des élèves, tu dois quand même leur montrer, d'autant plus que c'est l'environnement proche. Si les élèves travaillent, étudient à Nivelles, alors soit ils habitent à Nivelles, et là il faut essayer de valoriser les élèves comment dirais-je, qui vivent à Nivelles en leur demandant peut-être de retrouver par eux-mêmes des lieux qu'ils connaissent, et s'ils n'habitent pas Nivelles mais dans la banlieue immédiate, que ce soit par exemple, je ne sais pas, Montpellier, enfin ou Lillois, enfin des localités assez proches, il faut au moins qu'ils puissent eux savoir où eux vivent par rapport à Nivelles. Il fallait une carte du Brabant wallon à mes yeux. Voilà. À défaut, pour le centre de Nivelles, je crois que tu aurais pu même, franchement, pour que ce soit vu dans le fond de la classe, tu aurais pu également dessiner le centre de Nivelles, parce qu'il y a quand même un certain nombre de noms de rues qui portent des noms de métiers qui se trouvent pas trop loin de la Grand Place. Et tu aurais pu en situer quelques-uns, puisque Nivelles s'est construit à partir de son centre, et je crois que ça valait peut-être la peine de dessiner au tableau, préalablement au cours, le centre de Nivelles. Voilà, et alors là, tu aurais eu uniquement les 4 ou 5 noms de rues qui t'intéressaient plus particulièrement, ou la dizaine si tu veux. Tu as longuement parlé de la rue des Brasseurs, par exemple. Eh bien, ça valait peut-être la peine d'envoyer un élève au tableau avec uniquement les noms de rues sur lesquelles tu pouvais travailler. Voilà. Donc, je crois avoir donné un certain nombre de conseils ici, que j'espère que tu pourras utiliser dans la suite de ton cursus. Mais fais bien attention qu'un professeur ou un élève, quand il communique, doit d'abord se faire comprendre. Donc c'est expliquer tout ce que tu dis, les mots techniques. Et ensuite, il faut absolument qu'il y ait une interaction avec la classe. Parce que sinon, tu es un petit peu comme une autiste, tu es dans ta tour d'ivoire, tu présentes, mais tu présentes pour le professeur et tu ne présentes pas pour tes condisciples. Donc n'oublie pas, enseigner, c'est faire, c'est transmettre un savoir, et c'est pas simplement lire des documents, le résultat d'une recherche. Éventuellement, si tu faisais de la recherche, il y a des savants comme ça qui vont dans des colloques et qui lisent le résultat de leur recherche. Là, ils ne sont pas là pour faire de la pédagogie. Ils transmettent le résultat, le fruit de leur recherche, c'est différent. Mais toi, tu étais quand même dans une classe, même si tu te mettais dans la situation d'une élève qui avait fait une petite recherche. Entendu? Donc j'espère que dans l'avenir, tu tiendras compte de ces recherches. Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la maison préhistorique. En fait, si j'ai choisi ce titre, c'est parce que justement je voulais un titre erroné. On ne parle pas, non pas d'une maison préhistorique, car les maisons que l'on connaît à l'heure actuelle n'existaient pas. C'était un habitat, mais surtout plusieurs habitats. Ils ont évolué à travers les siècles, à travers l'évolution humaine. On observe en effet qu'entre l'Homo habilis, l'Homo erectus et l'homme de Néandertal, il y a une réelle évolution par rapport à l'habitat. Nous allons tout d'abord commencer par distinguer ces types d'habitats. Nous pouvons distinguer en fonction des régions, du climat et des époques. En effet, en fonction des régions, nous parlons par exemple des zones montagneuses. Pourquoi? Parce que dans les zones montagneuses, nous allons retrouver des maisons, des habitats de type grotte. C'est-à-dire que lors de leur voyage, lorsque les premiers hommes ont quitté le Centrafrique, ils sont partis se balader, on va dire, un petit peu partout dans le monde. À partir de là, ils ont rencontré des zones montagneuses dans lesquelles les grottes devenaient à ce moment-là un refuge pour ces derniers. Devant ces grottes, que faisaient-ils? Ils construisaient des murs afin de se préserver du froid, mais aussi plaçaient des peaux de bêtes afin, dans le cas là aussi, de se protéger des intempéries. Le feu était bien entendu par la suite utilisé pour se réchauffer. Nous retrouvons aussi des habitats dans les plaines. Alors on dirait dans les plaines, il n'y a sûrement pas des crevasses. Comment vivaient-ils, comment pouvaient-ils se protéger? J'en parlerai juste après, mais nous nous rendons compte que dans les plaines, ils devaient justement trouver un moyen de créer un habitat physique. Et enfin, nous retrouvons aussi des habitats près des cours d'eau. Vous en doutez bien, les cours d'eau ont pour intérêt d'apporter une matière première qui est bien évidemment l'eau. Ensuite, nous distinguons aussi les habitats en fonction du climat. En effet,
j'ai proposé donc sur le PowerPoint plusieurs schémas. Comme vous le voyez, lorsque nous avons un climat chaud, que ce soit l'été dans des régions climat tempéré, nous retrouvons des petites cabanes, des petites huttes faites de bois, de peaux de bêtes, des cailloux aussi qui permettaient de maintenir la structure. Et en hiver, par contre, comme on le voit, alors soit les personnes habitaient, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, dans des grottes, ou tout simplement creusaient un trou dans le sol, un trou d'une profondeur, c'est pour information, en moyenne de 15 cm. Ils recouvraient ce trou, et donc leur personne, de peau et parfois de pierre. Et enfin, troisième point, nous pouvons aussi distinguer les habitants en fonction des époques. J'ai fait un espèce de classement, comment vous dire, un classement qui va aller du plus simple au plus complexe, comme vous pouvez vous en douter en fonction de l'évolution de l'homme. Attention, certains habitats restent à l'heure actuelle, pour l'époque, restaient encore utilisés, même si, ils avaient créé un nouveau type d'habitat. On commence avec ce qu'il y a de plus simple, de plus naturel, les cavernes ou grottes. Ensuite, ils ont commencé à creuser dans le sol. Ça, nous le retrouvons surtout pour les plaines. D'autre part, il existe donc la cabane, comme je vous l'indiquais, on peut en retrouver faite de branches, de peaux de bêtes, de cailloux. En dessous, j'ai indiqué maison de nouveau, c'est de faire le lien avec le titre. Ce ne sont pas vraiment des maisons, même si l'apparence nous fait penser à l'apparence des maisons actuelles, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'on utilisait des cailloux lorsqu'on n'avait pas de bois ou de gros morceaux de bois qui permettaient de maintenir la maison. Donc vous voyez, ce sont des petits galets mis les uns au-dessus des autres. Les villages, avec l'évolution humaine, les gens se sont sédentarisés. Pourquoi? Parce qu'avec le changement climatique de l'époque, on se rend compte qu'il est de plus en plus difficile de chasser. Donc les gens se mettent à cultiver, ils cultivent les champs, ils élèvent des animaux qui leur servent à la fois donc, de nourriture, mais aussi ils réutilisent des peaux pour se protéger du froid. Et donc toutes ces personnes s'assemblent et s'unissent autour d'un point central. Généralement, on observe que ces derniers se rapprochaient des points d'eau, ce qui était une grande facilité nouveau pour eux pour s'abreuver. Oui? La photo qu'il y a là, c'est une reconstitution d'un village. Tout à fait, c'est une reconstitution, oui, bien sûr. Donc à l'heure actuelle, d'après les recherches que j'ai effectuées, il n'existe pas de village complètement maintenu dans le temps, c'est-à-dire qu'ils ont tous été avec le fil du temps endommagé, que ce soit les guerres, que ce soit l'usure du temps. Là, nous avons effectivement un village dans le sud de la France qui a été reconstitué totalement en essayant d'utiliser les mêmes matériaux, même si évidemment ce n'est jamais à son état d'origine. Je voulais rajouter une petite pointe d'humour en parlant de l'habitat nomade moderne, des petites tentes quechua. Pourquoi? Parce que finalement, un petit peu comme les hommes de la préhistoire, nous gardons toujours un certain comportement nomade, même si nous vivons à l'heure actuelle très souvent, malgré qu'il existe encore des marginaux, des gens qui vivent du voyage. Mais là, nous pouvons trouver donc des tentes pour se balader, pour dormir, et le lendemain, évidemment, bouger comme le faisaient les nomades à l'époque. La bibliographie, évidemment. Avant de vous proposer l'activité, je voudrais savoir si vous avez des questions concernant ce que je viens de dire. Ça a été assez concis, je ne voulais pas compliquer l'explication. Je veux vraiment que vous compreniez qu'à travers les époques, on a vraiment une évolution. On passait de la simple grotte à l'habitat qui ressemble à nos maisons actuelles. En fonction des techniques, bien sûr, l'apparition du feu entre-temps qui a facilité la vie, l'apparition des outils, mais tout ça fait partie évidemment de l'évolution de l'être humain. Guillaume? Monsieur, vous nous avez montré une reconstitution, elle était très belle, on peut en voir d'autres, mais comment on fait une reconstitution? Comment on sait ce qui est fait d'une reconstitution? Alors, une reconstitution, généralement, donc, sont les bases, donc ce qui va être retrouvé avant de proposer et recréer le village, entre guillemets, à l'origine. Ce sera évidemment tout d'abord des archéologues qui vont s'occuper de cette tâche. Ils vont aller prospecter, ils vont aller étudier le terrain, voir qu'est-ce qui pouvait se trouver à cet endroit-là. Est-ce que c'est un petit bâtiment? Est-ce que c'est un grand bâtiment? Est-ce que, justement, on a remarqué qu'il y avait certaines parties dans l'habitat préhistorique qui était un endroit spécialement utilisé pour dormir parce qu'il n'y avait ni nourriture ni outils.
Donc ça, effectivement, c'est le travail de grands spécialistes, et donc ces personnes-là peuvent évidemment réévaluer et étudier la zone en question, avant de proposer évidemment la constitution. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous proposer une activité. Donc là, c'est vraiment une mise en situation de ma part. Imaginons que je suis un grand spécialiste, j'ai été récolter un peu de terre, cependant j'ai un problème dedans, je crois qu'il y a un os préhistorique, mais je ne suis pas sûr. Donc j'aurais besoin de 2 personnes d'entre vous pour venir voir. Il y a des mouchoirs bien évidemment, toucher la nature et essayer d'identifier cet os. Il vous est certainement familier, peut-être pas, c'est un homme justement issu de la préhistoire, et à ce moment-là votre nom rentrerait peut-être dans l'histoire. Je ne sais pas qui voudrait venir. Pauline? Guillaume, je t'en prie. Bonsoir. Donc je t'en prie, tu cherches. Il n'y a pas de surprise. Enfin, Normalement. Hop, un os. Ah, un os. Et donc voilà, Guillaume, tu montres à tout le monde. Guillaume a trouvé un os. Mais de quoi s'agit-il, Guillaume, selon toi? Ça ressemble à un os de poulet. Ah, donc pour toi, qu'est-ce qui te fait croire que c'est pas un os qui remonte à des milliers d'années? Il a l'air d'un os comme ceux qu'on voit naturellement et habituellement. Il n'a pas l'air d'avoir eu l'usure du temps. Ça a l'air d'être un os plutôt d'animal, mais il peut nous renseigner éventuellement sur les animaux qui vivaient à ce moment-là ou sur la nourriture consommée à ce moment-là. Exact. Et donc Guillaume a fort raison. Cet os ne date pas de 5000 ans, malheureusement, chers amis, mais est un os, un simple os de poulet, une aile de poulet. Donc voilà. Je vais le faire passer, je te passe un peu de papier, on va le frotter, et je vous propose de voir le fruit de mes recherches infructueuses. Je te mets dans le petit bouchon. C'est pas bien. Donc voilà. Délicieux. Donc voilà pour toutes les informations. Si vous avez des questions, s'il reste des points à éclaircir, n'hésitez pas à me demander. Personne, la matière est claire? Bien poulet. Eh bien, c'est très bien, je vous remercie. Voilà. Alors, tu restes devant, oui. Simplement si tu pouvais éteindre ton PowerPoint. Voilà. Ah, c'est un peu ici. Voilà. Pour le bruit que dit ça saute. Bien sûr. Attends, tu peux le déplacer. Il faut attendre 2 secondes parce que si on déplace la langue, on va casser. Voilà, alors je vais essayer de parler maintenant d'un autre endroit. Tu viens ici, oui. On va se mettre de ce côté-là. Voilà. Alors, pour une première leçon, je dirais que c'est plutôt positif parce que tout d'abord, tu as utilisé du matériel qui est effectivement très utile puisque tu travailles sur la préhistoire, donc sur l'archéologie, et que donc c'est une leçon très visuelle. Hein, à l'inverse d'autres leçons, on peut, comment dirais-je, pour des périodes plus récentes, travailler sur des textes, hein, et donc faire abstraction de ce matériel. Mais enfin, je crois que pour la préhistoire, ça a du sens. D'autre part, sur le plan de l'expression, tu es assez vivant, tu parles haut, donc ta classe ne risque pas de s'endormir. C'est important aussi. Sur le plan du contenu, tu connais ton texte. Sur le plan méthodologique, ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est peut-être d'avoir proposé un exercice pratique. Hein, il y a peut-être moyen de sophistiquer un petit peu les choses, mais enfin, les élèves sont appelés, invités à mettre la main à la pâte. Et effectivement, quand on fait de l'archéologie, ça paraît effectivement très difficile de faire un exercice pratique en classe, mais enfin, tu y es parvenu. En revanche, maintenant, pour le contenu, là, j'aurais peut-être quelques remarques à formuler, parce que dans une période relativement courte,
tu parviens à complètement télescoper à la fois, je dirais, les aspects chronologiques, et d'autre part, il y a quand même un problème au niveau de la localisation. Alors je commence tout d'abord par la localisation. Tu dis que les hommes partent d'Afrique centrale. Or, j'ai déjà donné un cours sur la préhistoire, même de nombreux cours. J'ai bien travaillé pendant 15 jours sur la préhistoire, et j'avais bien expliqué que les hommes partent de l'Afrique orientale. Tu as même dit la Centrafrique à un moment donné, comme si c'était la République d'Afrique centrale. Pas du tout, c'est une région qui se trouve à l'ouest du Grand Rift, et par conséquent, dans cette région-là, tu n'as que des grands singes, tu as des primates. Donc, je vous rappelle, tu peux reculer un petit peu pour que la caméra puisse voir ce que je vais montrer. Donc, l'être humain est apparu ici. Donc, l'Éthiopie, le Kenya, voilà. On trouve également un certain nombre de témoignages pour tout ce qui se trouve à l'est du Grand Rift, jusqu'en Afrique du Sud. Enfin, l'être humain est né ici. Toi, tu parles d'Afrique centrale. Or, toute cette région-ci, on n'a que des traces en fait de grands singes, de grands primates, mais certainement pas d'êtres humains. Hein? Pourquoi? Parce que ici, on est dans une région humide et chaude, donc on a la jungle, si tu veux, tandis que dans cette période, c'est la forêt équatoriale, quoi, tandis que toute cette région-ci, tu vas voir que non seulement le relief, mais surtout la végétation est tout à fait différente. Ici, tu as des plateaux, tu as des savanes, des herbes hautes, et c'est dans cette région-là que l'être humain a pu se développer, pour des raisons que je ne redéveloppe pas ici, puisque j'ai fait longuement cours sur les origines des êtres humains. Donc ça va pas. Et alors, en plus de ça, tu télescopes complètement. Tu travailles sur 3 millions d'années, et ce que tu montres va du paléolithique inférieur au néolithique, même assez récent, sans préciser quand même chaque fois sur une échelle du temps, sur une ligne du temps où on se trouve. Donc tu aurais dû avoir une ligne du temps. Donc quand tu montres cet habitat qui ressemble presque à un habitat que l'on trouve, je ne sais pas, du côté du Massif central, dans les Cévennes, des choses comme ça, qui ressemble à une maison de berger, vraiment construite, là c'est une vraie maison, avec des pierres, un toit, il est évident que ça date d'une période très récente. Donc il fallait peut-être montrer sur la ligne du temps, voilà, ça se situe là. En revanche, quand on a des huttes, quand on a des grottes, etc., on se situe à un autre endroit. Donc je crois que la ligne du temps manque et me paraît indispensable dans ce cas-ci. Voilà. Donc je ne vais pas être plus long, c'est ta première leçon. Je dirais qu'il y a de l'espoir, je dirais que tu as certainement des capacités sur le plan pédagogique, mais sur le fond, il faut absolument que tu sois plus rigoureux. Voilà, j'ai dit.